Bon, deuxième chose, on m'a demandé de me présenter, bon, je ne vois pas l'intérêt, mais je m'appelle Michel Mania, je suis aussi ingénieur INSA. Je n'ai qu'un point en commun avec vous, c'est que moi aussi, je suis d'une promotion à un chiffre. Bon, la dernière, c'est tout, mais on n'était pas loin les uns des autres. Donc en 60 ans, des choses ont bien changé à l'INSA Lyon. Alors qu'est-ce qu'est devenu l'Institut depuis votre départ et aujourd'hui, et surtout qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, qui de mieux placé pour en parler que celui qui dirige l'Institut, à savoir Éric Morin-Combe, directeur de l'INSA Lyon. Il est des nôtres. Voilà. Il a vu aussi et il est ingénieur INSA Lyon GE 88. Alors GE, c'est le nouveau département qui était EA à l'époque, électrotechnique appliquée. Éric, on t'écoute. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, je vais vous présenter un petit peu, je ne vais pas vous présenter le passé, je vais vous présenter l'INSA d'aujourd'hui et puis ce que l'on va faire dans les 60 ans à venir. Avec cinq valeurs que vous avez ici, mais qui représentent un petit peu ce que Guy vient de dire sur l'esprit, la diversité, l'excellence, l'innovation, l'ouverture et la renommée. La renommée, c'est grâce à vous qu'on la voit. Donc là, vous avez vu la photo, ça c'était en 57, 60 ans plus tard, quelques chiffres. 6100 étudiants inscrits à l'INSA de Lyon aujourd'hui, environ. 30% d'élèves ingénieurs qui sont boursiers de l'État français, 33% des élèves ingénieurs donc maintenant on écrit ingénieurs ES, qui sont des filles, et 30% d'étrangers. Donc en fait, la diversité qui était là à la première promo, comme Guy l'a montré, elle est toujours très présente aujourd'hui. Et notamment avec ces valeurs, alors l'ascenseur social, le fait de s'assurer, je préfère parler toujours d'escalier social parce que ça demande aussi un petit effort aux jeunes pour progresser, qui est là et on fait très attention à ça pour ne pas devenir uniquement une école qui a des fils ou des filles de diplômés qui reviennent dans les classes socio-professionnelles supérieures. On s'est même fixé d'ailleurs pour tous les INSA un objectif à 50% de classes inférieures ou moyennes, et donc on est attentif à cela. 33% des élèves ingénieurs qui sont des filles, ça fait 3 ans maintenant qu'on est à plus de 40% en première année, donc au total on commence à avoir de plus en plus de filles, et puis des étudiants étrangers, 1800 sur les 6000 qui sont sur le campus de 92 nationalités. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors l'INSA aussi c'est au cœur d'un groupe maintenant, parce que en fait après 57 il y a eu l'INSA de Toulouse en 63, l'INSA de Rennes en 66, et puis 3 écoles qui se sont transformées en l'INSA, l'INSA de Rouen en 1985, l'INSA de Strasbourg en 2004 qui reprenait d'anciennes écoles, et l'INSA Centre-Val de Loire qui était la fusion de 2 écoles à Blois et à Bourges. Et puis un développement aussi international, puisque nous avons implanté le premier INSA au Maroc, au sein d'une université nouvelle, l'université euro-méditerranéenne de Fès, et on l'a ouvert officiellement à la rentrée de 2015. Donc les 3e années, ils font les 2 premières années au Maroc, la 3e année, ils viennent la faire dans un de nos INSA, et on en a 10 qui sont parmi nous aujourd'hui. Et puis cette école partenaire avec qui on travaille, on recrute les étudiants en commun, qui sont des écoles d'ingénieurs internes aux universités. Le groupe INSA aujourd'hui, c'est le premier groupe français d'écoles d'ingénieurs, puisque nous avons 14 000 élèves ingénieurs en formation. Alors à votre époque, on faisait 3 000 ingénieurs par an, et donc 300, c'était presque 10% du nombre d'ingénieurs total de la France. Cette année, on a fait 30 000 ingénieurs en France, on a multiplié par 10 le nombre d'ingénieurs, et il y en a 120 000 qui sont élèves ingénieurs en France, et nous, on en a un peu plus de 14 000 qui sont dans nos INSA, donc on est 12% du nombre d'ingénieurs formés en France, 2500 diplômés chaque année, 300 docteurs aussi, on fait beaucoup de recherches dans nos INSA, et 80 000 ingénieurs comme vous partout dans le monde. Alors le programme, il a à gauche, vous avez le programme qui est le premier cycle, on appelle ça une année qui est toujours provisoire, conditionnelle, je dirais, avec un petit taux d'échec entre la première et la 2e année, mais à partir du moment où vous êtes en 2e année, ensuite, à la fin de la 2e année, vous choisissez votre département, et la liste des départements que nous proposons est à droite. 9 départements de spécialité, donc on a des diplômes d'ingénieurs qui sont différents pour chacune de ces spécialités, et notamment quelques-uns qui se font en alternance, c'est-à-dire que les étudiants sont également travaillent dans une entreprise, ce sont des apprentis, dans le statut d'apprenti, et on en a environ une centaine qui sont diplômés par an dans ces différentes filières. Juste pour une photo de cette année,
900, on a admis 900 étudiants comme vous, 60 ans plus tard, 900 étudiants en première année, et on en a admis 411, que l'on appelle les admis directs, en troisième année, dont 100 qui sont en apprentissage, donc ils ont un contrat de travail, et ils viennent travailler la moitié du temps à l'INSA, la moitié dans leur entreprise. Nous avions 25 000 candidats cette année en première, deuxième et troisième année, 16 000 bacheliers et 9 000 en deuxième ou en troisième année. Et vous faites partie de la population des 40 000 diplômés INSA. Alors, je mets une petite diapo en anglais, puisque l'INSA s'internationalise. Aujourd'hui, si on prend une photo, on a 80% des étudiants qui passent un semestre, en gros en moyenne, à l'étranger. Et on a voté il y a 1 an et demi que tous les étudiants, plus personne ne recevrait le diplôme d'ingénieur INSA s'il n'était pas passé à l'étranger, s'il n'avait pas vécu 3 mois. Alors on a mis la barre à 3 mois pour l'instant, 2 mois pour les apprentis, 3 mois, mais c'est souvent 4 mois ou 6 mois ou plus à l'étranger. C'est fondamental pour nous, d'abord pour comprendre ce que c'est que d'être une minorité ou de ne pas avoir les codes culturels dans son pays. C'est important en termes d'adaptabilité. Ils l'ont déjà quand ils arrivent ici à l'INSA, ils sont un petit peu perdus, puis ensuite c'est bien qu'on les fasse reperdre une fois à l'étranger pendant leurs études. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont ici, 30%, 1800, 92 nationalités. Donc le bouillon de culture, il se fait aussi dans les deux sens. On a 200 universités partenaires dans le monde et on a 29 double diplôme, c'est-à-dire que l'étudiant INSA va recevoir le diplôme d'ingénieur de l'INSA de Lyon et le diplôme du Polytechnico de Turin, le diplôme de Karlsruhe, le diplôme de l'Université de Pittsburgh ou de l'École Polytechnique de Montréal ou des universités chinoises, japonaises, brésiliennes, colombiennes avec lesquelles nous avons signé ces accords de double diplôme et à chaque fois ce sont les meilleures universités de leur pays. On fait très attention à signer ces accords avec les meilleures universités de chaque pays et ça demande une année supplémentaire à l'étudiant pour récupérer le master ou le diplôme d'ingénieur de ces universités. Encore une photo, la promo 2016, 1040 diplômés. Donc là, la promo 2017, on est en train de clore tout le long parce qu'ils avaient jusqu'au 31 octobre pour tout valider, leur rapport de stage, etc. Donc j'ai pas encore tous les chiffres définitifs, mais l'an dernier c'était 1040. Ils trouvent tous un emploi, le taux d'emploi 93,5%, il y en a 1,3% qui ont créé leur entreprise. Ils cherchent du travail en moyenne pendant 1,1 mois, c'est-à-dire à peine le temps de partir en vacances après le stage, et ils ont déjà un travail. Leur salaire de départ, c'est 39 000 € par an, à l'étranger et en France, c'est la moyenne totale. 80 en statut de contrat de durée indéterminée, 95% avec un statut de cadre. Alors on a une petite baisse l'an dernier, j'ai eu que 10% des élèves qui sont allés travailler à l'étranger. On encourage nos jeunes à aller travailler à l'étranger, mais c'est important que ce chiffre, parce qu'on avait environ 25% d'étudiants étrangers sur cette promo. Ça veut dire que la majorité des étudiants étrangers restent en France. Donc on attire les talents du monde entier, ils restent en France, ils viennent payer des impôts en France, ils viennent contribuer à notre société. Et c'est important parce qu'on dit toujours la fuite des élites, c'est pas vrai du tout. En fait, évidemment on en a qui partent, et moi je souhaite qu'il y en ait pas mal qui partent en première expérience à l'étranger, mais on en a beaucoup plus qui arrivent de l'étranger, donc le solde est complètement positif pour notre société, pour la société française. Encore quelques chiffres, 1500 personnes, c'est le nombre de personnes qui travaillent à l'INSA aujourd'hui, 1008 exactement fonctionnaires, et puis un peu plus de 400, presque 500 contractuels, 135 millions d'euros de budget, on est l'école d'ingénieurs la plus grande de France. Alors hier je regardais le budget de Polytechnique, c'était aussi aux alentours de 135-140 millions d'euros, donc on est les deux plus grosses écoles d'ingénieurs de France. Le coût annuel d'un élève ingénieur, puisque l'élève va payer seulement 600 € ou 0 s'il est boursier, enfin s'il est boursier exactement il paye 5,10 €. Donc c'est un peu moins cher qu'une place de cinéma. Et donc ça on est très fiers de ça, mais il coûte quand même à l'État français, enfin il vous coûte, parce que 11 600 € par an pour un élève ingénieur. Et puis on essaye de créer en ce moment à Lyon, c'est une volonté du ministère, ce qu'on appelle l'Université de Lyon, c'est-à-dire ce sont tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans chaque académie qui doivent se rapprocher, se regrouper, et on est sous la bannière, c'est le petit logo, mais il est un petit peu coupé sur l'écran, en bas à droite, ce qu'on appelle l'Université de Lyon. Donc nous sommes tous membres de l'Université de Lyon, tous nos étudiants sont membres de l'Université de Lyon. Et puis on a aussi beaucoup de recherche, 23 laboratoires, je prends le chiffre, 645 doctorants, on délivre 160 thèses de doctorat par an, on délivre 160 titres de docteur par an,
plutôt que d'avoir de la recherche très très disciplinaire, on a essayé de la passer sur ce qu'on appelle des enjeux sociétaux, donc là on vous les a mis en anglais, mais qui parlent à tous, et donc sur les domaines de l'énergie, de l'environnement, de l'impact de l'ingénierie pour la santé, de la société numérique et des transports. Et chaque laboratoire, chaque enseignant-chercheur, puisqu'on a un peu plus de 420 enseignants-chercheurs, plus une centaine de chercheurs des CNRS, INSERM qui sont présents sur l'INSA, plus des chercheurs contractuels, tout cela travaille sur des sujets et défriche des sujets qui n'ont jamais été évoqués avant. On signe, ça c'est l'une des spécificités aussi de l'INSA, c'est le lien avec l'entreprise, plus de 1000 contrats industriels par an. Alors l'an dernier c'est un petit peu moins de 28 millions, mais en moyenne c'est 28 millions d'euros qui est entre l'INSA et une entreprise. Alors ça passe par nos outils, l'INSA Valor, le directeur d'INSA Valor d'ailleurs est ici, je l'ai vu arriver tout à l'heure, il viendra vous présenter ce que c'est qu'INSA Valor. Et puis une fondation aussi, le directeur de la fondation est également présent aujourd'hui, qui sont deux outils qui nous permettent de mieux travailler avec les entreprises, en Institut Carnot, et puis une société d'accélération de transfert de technologie. Et récemment, on vient de signer notre 200e brevet, ou famille de brevets qui appartient à l'INSA. Alors, un mot sur le campus, dont en effet, Michel l'a dit, vous n'avez pas forcément vu beaucoup de choses quand vous étiez présent. Aujourd'hui, on gère 220 000 mètres carrés. On gère 3100 lits dans 10 résidences, donc il y a toujours le A, le B, le C, le D, le E, le F, le G. Le G qui s'est maintenant agrandi et qui s'appelle le GJ. La résidence I, la résidence Magellan, voilà, 10 résidences au total. On sert 800 000 repas par an dans 4 lieux de restauration. Donc, alors le petit resto que vous avez peut-être connu à l'époque et que moi j'ai connu en tant qu'étudiant, on a dû le rayer de la carte pour faire passer le tram. Mais on a développé des restaurants juste à côté, en fait, autour de cette maison des étudiants, et puis le grand resto qu'on appelle le RI maintenant. 120 associations étudiantes, donc la vie étudiante elle est très forte et c'est pas. Alors le campus est complètement ouvert, depuis 2000 le campus est complètement ouvert, donc on a plus ces barrières au bord du campus. Mais beaucoup d'étudiants peuvent rester pendant 3 semaines, pendant un mois sur le campus. Ils peuvent acheter les choses de première nécessité sur le campus, ils vont manger dans nos restaurants, ils habitent sur le campus comme avant. Et puis, en termes d'excellence, on a fait la moyenne sur les 5 dernières années, on a entre 80 et 90% de mentions très bien au bac S. Ça, on est victime de notre succès parce qu'on est bien obligé de sélectionner les étudiants. Alors, on fait toujours un entretien. On a conduit 5000 entretiens l'année dernière. Sur nos 16 000 bacheliers candidats, on en a classé les 5000 premiers. On les a fait tous venir en entretien dans un des 6 INSA en France. Et puis ensuite, on se les répartit. Et évidemment, l'INSA de Lyon est très, très, très attractif aujourd'hui, avec beaucoup d'étudiants les bacheliers qui mettent ça dans leurs vœux prioritaires après le bac. Le campus, il est en travaux. Quelque chose quand même pour vous, c'est que le plan campus que l'on a aujourd'hui, c'est le plus important de France après Paris-Saclay. C'est l'investissement de l'État le plus important en France. Donc on a reçu 360 millions d'euros pour améliorer notre campus. On le fait à parité entre Lyon 1 et l'INSA. 14 bâtiments de l'INSA vont être soit rénovés, soit construits. On vient d'en construire 2 en cours de génie mécanique. On va avoir la livraison de ce bâtiment en fin d'année, début 2018. Donc on aura un pôle de génie mécanique où on délivrera plus de 320 diplômes d'ingénieurs en génie mécanique, 40 thèses par an, et tout ça, ça sera sur un même périmètre à côté de la bibliothèque au cœur de l'INSA. Et le campus est évidemment un terrain d'expérimentation où on expérimente des choses, l'évacuation des eaux pluviales, des nouveaux substrats pour le béton, pour les parkings, et on essaye d'instrumenter tout cela. Alors il y a quelques bonnes nouvelles. C'est que je me suis fixé quelques objectifs. Le premier objectif, c'est de raser le peigne que vous avez connu, mais vous savez que je ne suis pas un ami du peigne, ça se voit. Et donc l'idée, c'est de raser ce peigne d'ici 2020, c'est-à-dire qu'on a les crédits pour tous les enseignements qui étaient dans le peigne, qui à mon époque, alors vous c'était tout neuf, à mon époque dans les années 80, on me disait ça va bientôt être détruit, c'était temporaire. Et c'est toujours là en fait. Et les conditions de travail dans ces travées de peigne, elles sont quand même pas terribles. Donc on va le raser, on va faire l'équivalent des mètres carrés ailleurs. Et puis pour ceux, alors je ne sais pas si la chaufferie était construite en 57, en tout cas c'est un bâtiment que je trouve assez horrible, qui est une grosse chaufferie à charbon, ensuite qui est devenue une chaufferie à gaz. On a aussi les crédits et on va raser ce bâtiment qui est à l'entrée de l'INSA et qui ne fait pas forcément très forte impression quand on arrive sur le campus. Alors, pour terminer, l'objectif pour les 50 ans à venir, alors d'abord, je me suis fixé pour 2021, ça sera la fin de mon mandat, c'est toujours autour de l'excellence,
C'est à l'image, et j'ai revu les coupures de presse, alors je vous encourage à aller au musée qui s'appelle, au lieu d'exposition qui s'appelle le RISE à Villeurbanne. On vient d'inaugurer jeudi dernier une exposition consacrée au campus de la Doua. Et donc évidemment, il y a plein de pages sur l'INSA. Il y a toute l'histoire du campus de la Doua depuis 1800, depuis les années 1800. C'est une exposition fantastique, je vous encourage à y aller. C'est à 2 km d'ici, au centre de Villeurbanne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec la ville de Villeurbanne. Donc ils sont venus sur le campus. Et là, on voit toutes les coupures de presse que Guy a montrées, et notamment cette idée du Polytechnicum. J'ai repris cette idée à mon compte du Polytechnicum et de voir comment est-ce que, à l'image du Polytechnicum de Zurich, le PH Zurich, ou du Polytechnico de Turin, ou des universités de technologie allemandes, on forme non seulement des ingénieurs, mais d'autres disciplines. Et donc des architectes, des designers, des managers. Et là, aujourd'hui, on est dans une démarche où on va... Alors, l'INSA de Strasbourg nous a ouvert la voie, il délivre le diplôme d'architecte aussi, c'est la seule école d'ingénieur en France à délivrer le diplôme d'architecte. L'école d'INSA Centre-Val de Loire délivre le diplôme de paysagiste. Et là, on vient de s'associer avec l'école d'architecture qui est à Vaux-en-Velin, à 4 km, et essayer de en faire venir une partie sur le campus pour justement que ces disciplines se mêlent et qu'à terme, on ne soit pas seulement des ingénieurs, mais on forme des technologues et des emplois qui sont très très professionnalisants, comme l'est le métier d'ingénieur. Donc c'est un petit peu, et puis on vise le top 10 européen. Ça, c'est un peu quelque chose d'inatteignable parce qu'on a une toute petite taille à 6 000 étudiants. Au Polytechnique de Turin, c'est 35 000 étudiants. Le PFL, qui est un petit peu comparable à nous, mais qui a eu des moyens beaucoup, ils étaient 6 000 il y a 10 ans, maintenant ils sont 10 000. Et puis c'est toujours l'image du MIT, des grosses universités de technologie internationales à qui on doit ressembler. Et on doit ressembler aussi par la recherche. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, en tant qu'étudiant, je n'avais pas conscience, et ça commençait quand vous étiez là. C'est que l'INSA est un énorme centre de recherche, très très puissant, avec beaucoup d'enseignants-chercheurs et beaucoup de chercheurs. Et donc, on doit utiliser cette attractivité pour que les entreprises viennent s'implanter à Lyon parce qu'il y a l'INSA et viennent s'implanter sur le campus. On a 70 entreprises qui sont sur le campus que l'on gère ou en bordure de campus. Et là, on travaille avec la métropole pour continuer à développer cela. Le troisième objectif, mais c'est ce que vous avez vécu, c'est que quand on est étudiant ici, on s'épanouisse. Alors moi, j'ai fait 20 ans dans l'entreprise, je suis revenu à l'INSA en 2011 et j'ai découvert la fonction publique. Et je dois dire qu'en termes de gestion des ressources humaines de la fonction publique, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Alors on essaye d'amener notre petite pierre à l'édifice pour que aussi les personnels de l'INSA soient heureux et fiers de travailler à l'INSA. Et puis toutes les spécificités qui ont fait notre différence il y a 60 ans, l'ascenseur social, la mixité femmes-hommes, je me suis fixé comme objectif 52% de jeunes filles, puisque c'est la place des femmes dans la société. L'ouverture au handicap, on a aujourd'hui 90 étudiants qui sont en situation de handicap depuis une dizaine d'années, donc on favorise pour qu'ils puissent aller partout, qu'ils soient aveugles, sourds, en fauteuil roulant. On a même un sportif de haut niveau cette année qui est en fauteuil roulant, en handisport et en arbitrage. Multiculturalisme, c'est-à-dire que toutes les cultures sont les bienvenues ici, et quand vous allez de la rotonde au resto, j'espère qu'on ira tout à l'heure à 12h30, vous entendrez parler plusieurs langues sur les 300 mètres qui nous séparent du restaurant, et ça fait partie de la force de l'INSA. Ça fait du bien à nos jeunes Français qui viennent à l'INSA, et ça fait du bien aussi aux étudiants internationaux que l'on accueille. Et puis cette spécificité de Jean Capel, que Jean Capel a installé, mais aussi du père fondateur que vous avez peu connu, parce qu'il d'ailleurs il est mort très tôt, il est mort en 1960, qui était Gaston Berger, qui avait pensé un peu le modèle des IAE, l'Institut d'administration des entreprises, en 1956, puis le modèle des INSA, avec cette place des humanités et le fait qu'on doit faire des ingénieurs qui pensent la société et qui puissent agir sur la société. Ce sont des concepts qui sont très à la mode, toujours d'actualité maintenant, notamment avec Paul Ricoeur qui a repris cela, mais ce sont des concepts qu'on fait toujours vivre et qu'on, maintenant avec le développement durable, avec la responsabilité sociétale de nos jeunes. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, voilà le futur de l'INSA, et je vous remercie. Bienvenue encore dans toutes les langues, bienvenue à l'INSA de Lyon. Mais qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, donc il m'a chargé de le représenter. Je vais, pour présenter la Fondation, plutôt vous parler de son avenir que de son passé. Vous le savez, puisque vous êtes la promotion, vous êtes parmi les 3 promotions qui nous soutiennent le plus. Et si on rapporte le nombre de diplômés de notre promotion, vous êtes de loin la promotion qui a le plus encouragé depuis sa création en 2009 notre fondation. Donc je vous en remercie très sincèrement, je vous en remercie d'autant plus que ce n'est pas pour la fondation, c'est pour les bénéficiaires de la fondation, les élèves qui depuis 2010, grâce à vous en grande partie,
ont pu bénéficier de bourses. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais pour ceux qui nous suivent, vous l'avez certainement découvert au fil des années, nous avons créé plusieurs bourses, dont l'une qui est la plus emblématique et la plus importante, à la fois en nombre et en montant, qui est la bourse Capel, qui a pour objectif d'accueillir sur le campus tous les primo-entrants, comme on les appelle, alors c'est-à-dire en première année, la grande majorité, mais aussi en troisième année, vous l'avez dit tout à l'heure, certains vous reprennent en troisième année, de plus en plus, et pour ces élèves qui sont boursiers de l'État, nous, grâce à la Fondation, grâce à vous, nous leur donnons une petite aide supplémentaire pour s'intégrer dans cette grande famille INSA, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc ce sont, depuis 2010, 578 bourses qui ont été délivrées pour un montant de 434 000 euros, ce qui fait une valeur moyenne des bourses de l'ordre de 750 euros. C'est à la fois pas énorme, mais pour les bénéficiaires, c'est beaucoup. Donc encore une fois, je vous en remercie très sincèrement de leur part. Alors je vous propose de vous passer une petite vidéo rapide qui vous présentera la philosophie dans laquelle nous inscrivons nos projets pour les années qui viennent. Non. Bon, on passe en musique, c'est l'essentiel. Je chante, non. Voilà un aperçu de la façon dont nous projetons dans l'avenir. Alors, nous avons, depuis notre création en 2009, mené une première campagne de développement donc, sur 5 ans qui nous a permis de réunir 15 millions d'euros. Alors, en nombre de donateurs, c'est vous, les diplômés, qui de loin nous avez soutenus. Voilà. Par contre, en montant, bien sûr, nous sommes allés aussi vers les entreprises, et nous sommes allés vers les entreprises où sont et où travaillent les ingénieurs INSA. Michel. Non. Moi C'est pas parce que je suis trop bavard. Donc, les entreprises nous ont soutenus, vous l'avez vu, on a créé un programme de chaires. Aujourd'hui, 8 chaires d'enseignement recherche ont été créées. Donc, nous avons choisi d'aller au-devant de la société, d'aller au-devant des entreprises, là où nos ingénieurs vont travailler, pour faire en quelque sorte la promotion de l'ingénierie INSA, du modèle d'ingénierie INSA,
parce que vous ne l'avez peut-être pas vu ou peut-être pas ressenti complètement au cours de vos carrières professionnelles, mais vous le savez quand même, les entreprises savent faire la différence entre un ingénieur INSA et un ingénieur d'une autre école. On vous prête un certain nombre de qualités, de savoir-faire, de compétences, non pas forcément meilleures, mais différentes de celles des autres. Et ça, c'est vraiment notre richesse, et en tout cas, c'est ce patrimoine, je dirais, qu'on essaye de développer et de travailler année après année dans le cadre du mécénat et de la générosité. Voilà, donc je remercie les organisateurs de m'avoir consacré une petite page, mais c'était vraiment pour vous dire merci et vous encourager aussi à continuer à soutenir notre action. C'est essentiel pour tous. Merci. Merci Alexis. Merci. Alors, ils vont continuer à vous rendre hommage, encore par un morceau de musique. Alors, cette fois-ci, c'est un synthétiseur avec Baptiste au synthétiseur et Alexis à la clarinette. Ils vont jouer deux petits morceaux qui s'enchaînent, qui vont vous replonger dans... Alors là, il y a même plus de 60 ans en arrière. Plus à tout. On commence par là. Voilà. Alors on s'est dit, quand on a préparé j'ai du mal. On s'est dit en préparant l'animation de nos retrouvailles qu'il fallait quand même qu'on fasse savoir au monde entier tout ce qu'on avait fait. Alors donc on s'est dit, qu'est-ce que la coopérative, la vie sociale, les clubs, il y en a 160 aujourd'hui, mais à notre époque, je crois que les premiers clubs qui ont été créés dans les 2 ou 3 premiers mois, hein, le club photo avec notre ami Claude Domar, il y a un club voiture, il y a la coopérative qui était un des premiers trucs pour acheter les fameuses règles à calcul. Ouais, donc ça a été finalement, on s'est retrouvé. Et le 8 juillet 61, donc, descente de l'amicale des diplômés. Alors, je crois que c'est notre ami Gérard Dumazet qui est là, qui a signé la création de l'amicale. À l'époque, ça s'appelait Amicale des ingénieurs diplômés. Et très vite, c'est devenu l'amicale de l'association d'ingénieurs, etc. Alors, développement d'AI, je pense que mon ami Robert Cohen va en parler. Hein, et je voudrais quand même signaler dans notre aventure, c'est la période caste. Hein. On y reviendra après, mais dans la vie de l'association, la période caste est une période très importante. Robert? Et bien Robert Cohen. Alors Robert, c'est un ingénieur INSA, bien sûr. Alumni, le président. Alumni INSA Lyon. Voilà. Qui? Bien, alors moi je voulais vous parler de camarades qui sont restés à l'ESA au moment de la sortie. Alors, en fait, on voit qu'il y a un fort contingent qui vient du département de physique, 13 d'électronique, 9 de GP, et 8 du chimie et 9 du département de mécanique. Alors, la plupart d'entre nous étions assistants, c'est-à-dire qu'on avait deux rôles, le rôle d'enseignant et d'encadrement de TP en particulier, et un rôle de chercheur, puisqu'on effectuait une thèse
pour acquérir le diplôme de l'IFE. Alors, en fait, on était quasiment tous assistants de travaux pratiques, et puis certains d'entre nous assuraient les enseignements de conférences. Alors, les thèses préparées à l'époque, c'était souvent des thèses de docteur-ingénieur, puisqu'on ne savait pas si on restait dans le métier d'enseignant ou si on partait dans l'industrie. Certains ont préparé des thèses de troisième cycle et d'autres ont préparé des thèses de doctorat d'État. Alors, quelques-uns d'entre nous, on dit, par exemple, ont été chercheurs à temps plein, c'est-à-dire que leur recherche était effectuée avec soit l'industrie, soit des organismes nationaux. Alors, la plupart de certains d'entre nous sont partis dans l'entreprise après, et d'autres qui voulaient rester à l'INSA ont entrepris, après leur thèse de troisième cycle ou docteur ingénieur, une thèse d'état sciences pour pouvoir progresser dans la carrière d'enseignant. Oui. Ah oui. Alors, il y a eu une thèse, en gros, ça dure 3 ans, mais ça s'est échelonné de 64 à 69. Et la première thèse soutenue, à ma connaissance, s'est dit en juin 64, et moi j'ai suivi quelques jours après, toujours en juin 64. Alors, plusieurs ont fait carrière à l'INSA, pas mal d'entre nous sont là, et ont participé au développement de l'INSA en encadrant les promos suivantes, et puis en développant des laboratoires, en dirigeant certains départements et en participant à des charges de direction. Alors, certains d'entre nous ont exercé d'autres fonctions au-delà de l'INSA, par exemple auprès du ministère. Certains étaient élus au Conseil national des universités, d'autres ont fait des expertises, etc. Alors, d'autres sont partis dans d'autres établissements. Alors, ceux qui sont restés à l'INSA ont contribué à transmettre à nos camarades l'esprit de la première promo, bien que Catherine n'étant plus là. Bien, on a essayé de transmettre ce qu'on avait acquis, c'est-à-dire la responsabilité, l'autodiscipline, l'écologialité, etc. Et apparemment, c'est toujours présent, ça se transmet de génération en génération. Et puis, une autre mission, c'est de montrer qu'on a pu faire des recherches valables, et donc à l'égal de l'université, puisqu'à l'époque, l'INSA n'était pas habilité à prôner des recherches, on était tous inscrits à l'université. Voilà. Merci à vous. Alors c'était entre 61 et 63 parce qu'on n'est pas tous partis tout de suite dans le marché du travail, étant donné qu'il y avait le service militaire obligatoire. Hein, et on était à la fin de la guerre d'Algérie, donc il y avait quand même pas mal d'obligations. Donc les premières qui sont allées sur le terrain, c'est Mademoiselle. Alors quelques-uns ont eu des contrats avant le service, mais la plupart d'entre nous, il fallait faire le service et puis chercher du boulot après. Alors on a rencontré des difficultés, parce que c'est quand même ça qu'il faut relever. On en avait parlé au moment du 50e anniversaire, où un certain nombre d'entre nous avaient fait part de leurs difficultés. La première, c'était qui connaissait l'INSA? Personne. À part la région lyonnaise, quelques dû à la presse, personne ne connaissait l'INSA. Quel est le niveau scientifique et technique de cette nouvelle race d'ingénieurs? Et pour les embaucher, quelle classification? Parce que, bon, déjà à cette époque-là, il y avait des classifications. Donc on ne savait pas
ou est-ce que, dans quel cas il fallait mettre ces mecs-là qui arrivaient la fleur au futur. Un autre problème, c'était la confrontation avec les chapelles existantes. Parce qu'il y avait des chapelles, hein, les gazards étaient solides, les chimistes aussi. Hein. Quand on est sur Lyon, chimie de Lyon, c'était quand même pas rien. Côté physique, c'était un peu différent, c'était un peu diffus. Mais côté mécanique, c'était très sûr. Il y avait Centrale, toutes des gens qui nous bloquaient un peu. Alors, l'entrepreneur, entre l'avis et l'intérêt de tester le modèle, enfin l'envie et l'intérêt de tester le modèle INSA face aux nouvelles technologies, il se posait la question. Hein. Incertitude des compétences, méfiance aussi quand même des collègues, et cette méfiance des collègues, elle se retrouvait au niveau du recrutement. Début de carrière, donc embauche, essai, tester le nouveau modèle INSA, sous-emploi et sous-payé. Alors ça, on a un peu connu, hein. Sous-emploi et sous-payé. C'est-à-dire que, généralement, je me souviens d'un de nos collègues qui a dit, moi j'étais, quand il était au Creusot, j'étais embauché comme technicien, en fait. J'étais ingénieur, mais on fait faire le boulot de technicien. Comportement personnel, alors, ça c'est le côté positif de tout ce qu'on a appris et retenu de l'INSA, c'est l'humilité. Hein, parce que pendant nos 4 ans, on a tellement essuyé de plate, il y a eu tellement de soucis et de problèmes que finalement, on était prêt à se plier à toutes ces difficultés. On a appris également l'esprit d'équipe. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la sociabilité, on était bien préparés à ce moment-là, les humains, sans même peut-être le savoir, hein, mais on était bien préparés par rapport à nos collègues. Connaissance de l'entreprise. Tout le monde se rappelle de ces fameuses conférences sur l'entreprise, ou des cours, on avait une heure par semaine hein, sur l'entreprise. On avait ça. D'autres, nos concurrents n'avaient pas ça. Souplesse et capacité d'adaptation, ça c'est les 4 ans passés là maintenant à la maison. Et il a bien fallu toujours s'adapter et faire en sorte que... je traduis un peu l'opinion de tout le monde. On avait un objectif personnel, individuel, se faire admettre et se faire reconnaître. Alors le développement de nos carrières, peu de freins liés à l'origine INSA, une fois qu'on était dedans, il y avait des blocages, mais il fallait faire son chemin. Alors je pense que globalement, on a eu une progression plus lente que des collègues de même âge. Et on a discuté un peu entre nous, il nous a semblé qu'il a fallu une décennie pour qu'on soit classé. C'est-à-dire que l'INSA, l'ingénieur INSA de Lyon rentre dans les catégories de l'EDF, de l'administration en général, mais aussi au niveau des recrutements. Alors très vite, je pense qu'il y a eu une certaine curiosité pour ces pionniers. Il y a eu des réussites individuelles qui ont aidé, parce que la renommée passe par un certain nombre de choses, dont la réussite individuelle. Maillage de plus en plus présent, mais pas de copinage. Je fais une différence. Hein, je ne crois pas qu'on ait créé de chapelle, bien que Bernard Bujon dirait que du côté des TP, des VTP, il y a eu des mafias, mais enfin, on s'organisait bien entre nous. Quelques prises de positionnement en informatique, le hard et le soft, parce que c'était assez nouveau, donc les gens s'intéressaient. Et ce qui était reconnu très vite, c'est la capacité à suivre l'évolution des technologies. Parce que n'oubliez pas que les 30 glorieuses, il fallait suivre un peu ça allait vite, hein, et ça a continué après jusqu'à dans l'année 2000. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on a atteint nos objectifs individuels en 10 à 20 ans. 10-20 ans. C'est-à-dire que par rapport à une carrière normale, on a peut-être 5 ans de retard. Mais les objectifs ont été atteints. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, et maintenant je vais laisser la parole à notre ami Michel Magnin qui va vous donner quelques informations sur le CAST, parce que le CAST, c'était quelque chose de très important. Très bien, merci. Oui, si tu permets, excusez-moi. Oui. Si tu permets, il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est qu'il y a un contingent de 3 personnes, de 3 élèves, qui sont partis en Allemagne faire la 3e année d'études de 3 ans dans le cursus. Oui, Daniel, avec ton copain Clavry. Dis-moi, aussi Niki, et aussi. Voilà. Et il y a eu c'est le premier échange pour l'international. C'est le premier échange avec la technique. Et on avait organisé, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je pense que Paul s'en souvient,
on avait organisé une Journée sportive. Oui. Une journée sportive. Oui, je suis On allé. était venu de Aix-la-Chapelle. Oui. Et on avait fait une journée sportive Oui. à Nice. Et il y a eu hand, volley et foot. Volley et foot. Hand, volley, foot. Mais ça, Oui, c'est bien. donc effectivement, on a quand même été les premiers dans tout, hein, même dans les échanges internationaux. Alors, merci Guy, merci pour ton intervention. Puisque vous avez été les premiers en tout, oui, vous avez été aussi les premiers pour la formation continue. Alors, on va pas refaire toute l'histoire, il y a quelques témoins qui sont là, il y a Guy Mateudy, Louis Frécon, Michel Robin, Jean-Paul Paris et d'autres certainement. Finalement, comment ça a commencé? C'est une des missions de l'INSA qui a été confiée à l'amicale des anciens élèves, la formation continue. Et face à ça, eh bien, on a commencé à y réfléchir. Je dis des bêtises, Guy? Oh oui, je dis des bêtises. Je vois que tu hoches la tête, je dois dire des bêtises. Corrige. Quand je te donne un micro. Vas-y. Elle n'a pas été confiée à l'amicale. Il y avait 3 missions à l'amicale. Ouais. L'enseignement, la recherche et la formation d'adultes, la formation permanente. Le recteur Capel nous avait proposé de nous en occuper parce que le directeur de l'époque ne voulait pas se charger de ce problème. Donc c'est l'association des élèves, des anciens élèves, qui a phagocyté le système et mis en place notamment les expositions qui ont eu un grand succès, notamment la première, c'est avec la microscopie électronique. Et les semi-conducteurs, et c'est Jean-Paul Paris qui a pris ensuite le relais pour conduire le CAS. Voilà, et développer tout ça. Merci de cette précision. Alors, juste une petite anecdote, parce que Louis est à côté de toi. Je crois que une des premières sessions, le premier stage que vous avez fait, il y avait eu une discussion au bureau, parce qu'il y avait un financement qui était énorme, 20 000 francs. Difficile, 20 000 francs. Et que vous avez quand même, le trésorier Jean-Louis Sauvanet hoche la tête, il est d'accord, et finalement vous avez quand même décidé de faire cette session en disant bah, si on fait un groupe, on mettra la main à la poche dans nos livrets de caisse d'épargne. Donc il n'y a pas eu besoin, et effectivement le cas s'est développé. Jean-Paul Paris, je ne sais pas où il a été par là, il est là, est devenu le premier directeur du CAST. Alors ça a été l'expansion dans les stages, ça a été l'expansion dans l'exposition, qui après est venu sur 4 jours, s'est développé pour finir en 88 avec 600 exposants directs. Il y avait des chapiteaux de partout, c'était énorme. Jean-Paul a quitté le CAST en 1974. Raymond Desrachers, qui était son adjoint, qui est décédé en 2010, a pris la suite de Jean-Paul. Je suis rentré à ce moment-là au CAST pour être l'adjoint de Desrachers jusqu'en 1988. Juste un petit mot à propos de Jean-Paul. Je te coupe la parole, mais Jean-Paul, il est monté dans les grandes hauteurs. À l'époque où il était au CAST, il a fait Macalou en même temps. Voilà, absolument. Je parlais à une des secrétaires du CAST à l'époque, quand elle répondait au téléphone, on lui demandait M. Paris, il est parti faire une petite excursion, il est parti faire Macalou. Voilà, donc l'histoire, vous la retrouvez aussi dans le spin, qui vous a été remis. CAST a été une très grande aventure. Ça s'est terminé en 1988, mais la formation, bien sûr, continue à l'INSA. Je ne sais pas si Nicolas Penet a pu rester jusqu'à présent. Ça t'étonnerait. Si, il est là. Jean-Paul Le CAST a démarré parce que l'administration de l'INSA ne voulait pas s'en occuper. Donc, c'est les personnes citées, on était assistants, et le soir, au lieu de boire l'apéro, on s'occupait de ça. Et c'est comme ça que la première session de microscopie électronique a démarré. Et puis,